Fred Savard avec vous pour ce 16e épisode de la balado. J'espère que vous allez bien. Petit retour avant de vous présenter cet épisode. Donc, petit retour sur la soirée du 20 janvier de samedi dernier. Je sais que je suis fatigant là, si vous n'avez pas été, si vous n'êtes pas donateur ou que vous, ça fait pas longtemps que vous écoutez la balado, là, vous êtes tanné d'entendre parler de cette soirée-là, mais j'en parle une dernière fois parce que c'était extraordinaire. Vraiment, merci. On était à peu près 200. Quelle énergie, quelle soirée complètement folle. Moi, je suis arrivé au Lion d'Or à midi pour coordonner tout ça. Les soundchecks, la liste des invités, m'assurer que la personne à la porte est au courant de comment ça fonctionne, pratiquer mes sketchs. On avait préparé des sketchs avec Christian Vanas, avec Coralie Laperrière. J'avais un petit... un sketch d'ouverture de stand-up que je voulais casser pour la première fois. Mon fils qui faisait ses débuts, qui m'avait dit ouais, mon fils de 19 ans, je vais faire un sketch, je vais te roaster. J'avais rien lu de ce qu'il allait faire. Fait que j'étais un peu nerveux pour lui. Puis finalement, ça a été un numéro complètement complètement hilarant, une prestance que j'avais jamais vue. Ça a été, je dois l'avouer, la prestation de Ludo a été le grand moment de la soirée, très apprécié par les gens qui étaient là. On a eu de la musique avec Chou qui a terminé la portion cabaret. Il y avait Calé Lorignal, le groupe du fils de Christian Vanas, Colin Vanas, qui étudie en musique à Drummondville, qui a un jeune groupe, vraiment des petits culs de 17 ans, mais super bon. Colin qui s'est occupé aussi des ambiances sonores pendant le cabaret. Il y avait Olivier Demers, Nicolas Boulris de Vent du Nord qui ont fait 20 minutes de musique trad. Godefroy Laurando a fait une chanson trad et en fait, je ne vais pas le dire parce qu'il y a eu aussi une captation vidéo et tous les donateurs et donatrices de la balado. Et là, pas seulement ceux qui ont donné 72 $ ou plus qui pouvaient venir au Lion d'Or, ça va être tout le monde qui va recevoir un lien pour regarder la captation vidéo. 4 caméras, 4K qui était présente au Lion d'Or. C'est un service qu'ils offrent que j'ai payé. En fait, que les danseurs ont payé parce qu'après la portion cabaret, il y avait la soirée dansante. Et c'est dans le fond les danseurs qui ont payé la soirée pour les donateurs et donatrices. Et visiblement, il y avait un grand manque parce qu'il y avait 400 personnes qui étaient là pour danser et j'ai reçu toute une dose d'énergie et d'amour, je dois l'avouer, qui m'a tellement fait de bien. Je pense que les gens s'ennuyaient de ces soirées-là où j'étais DJ à la Taverna. Alors, il va en avoir d'autres, c'est sûr, et qui vont devenir, en fait, la balado va produire des soirées dansantes dont les profits vont servir à financer les activités de la balado, entre autres, et peut-être financer chaque année un cabaret qu'on va offrir à la communauté de la balado. Un petit party qu'on se fait entre nous. Vraiment, ça a été toute une soirée. Je suis encore sur un nuage, puis ça fait une semaine. Alors, merci à vous tous. Aussitôt que la captation est prête, je vais vous envoyer un lien via l'infolette. Ouais, on est encore en remaniement pour cette damnée infolette. J'ai dû changer de fournisseur parce que MailChimp a comme quadruplé ses prix. Et là, il y a une nouvelle réglementation. Je crois qu'elle est nord-américaine. En tout cas, il faut s'assurer que les courriels dans une infolette ne proviennent pas d'une adresse Gmail, mais bien d'une adresse... d'un serveur, d'un site web. En fait, alors, il faut reprogrammer via le fredsavard.com le service de courriel pour les infolettes. Alors, il y a une petite programmation à faire, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie perdue à faire fonctionner cette infolette. C'est fou. Mais bon, on en a besoin. Donc, quand ça sera prêt, vous recevrez les donateurs et donatrices de la balado, tout montant confondu. Vous recevrez donc la captation vidéo de cette grande soirée. Alors, si jamais vous n'avez pas encore donné et que vous êtes curieux, par exemple, d'entendre le groupe punk rock Chou terminer devant un public ébahi cette soirée cabaret, ou entendre une parade animée par moi et Christian Vanas, comme on en faisait dans le temps des apartistes, ou entendre... un numéro que j'ai fait avec Coralie Laperrière sur ma gauchitude en 2024, ben voilà, allez-y, faites un don et vous recevrez cette soirée qui dure à peu près 2 heures, qui sera disponible à tous les donateurs et donatrices de la balado. Alors là, pour l'épisode 16, c'est une grande entrevue, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, je me demande si j'en ai fait même cet automne. Je me rappelle plus. Donc, grande entrevue avec l'urbaniste Gérard Baudet, que vous connaissez sûrement, qui a souvent eu des apparitions médiatiques, qui est l'ancien directeur de la faculté d'aménagement, qui enseigne toujours l'urbanisme et qui a lancé un livre qui s'appelle « Le Québec urbain en mutation » cet automne, un livre passionnant qui
qui retrace, dans le fond, l'histoire de l'urbanisme au Québec depuis la colonie, la Nouvelle-France, jusqu'à aujourd'hui. On va faire des sauts aussi aux États-Unis, en Autriche, à Vienne, entre autres, parce qu'il y a eu des plans d'urbanisme assez spectaculaires au 19e et 20e siècle. On va aller voir ce qui s'est passé aussi, entre autres, dans une ville comme Barcelone, à Paris, à la fin du 19e siècle. Vraiment une plongée dans l'univers de l'urbanisme. On va parler de Montréal, mais on va parler aussi de plusieurs choses qui se sont passées ailleurs au Québec. Le livre en parle encore plus que l'entrevue, mais c'est aussi la beauté de la réflexion de Gérard Baudet, c'est que ça ne s'arrête pas seulement qu'à Montréal. Alors voilà, c'est ce que je vous propose. Vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Donc, ce 16e épisode de la balado, tout prêt pour vous, dans vos oreilles. Bon épisode. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Gérard Baudet. Bonjour. Bonjour. Les gens qui sont un peu curieux intellectuellement vous ont déjà entendu, entre autres, à la télé, à la défunte émission Il va y avoir du sport, où j'y étais aussi. Moi, vous étiez débatteur. Oui, effectivement. Moi, je faisais des petites blagues sur l'actualité. Mais moi, je me rappelle, c'est la première fois que je vous avais rencontré comme figure publique de l'urbanisme, parce qu'on parle pas énormément d'urbanisme. Là, vous êtes ici pour un livre qui s'appelle Un Québec urbain en mutation. Oui. Vous êtes ancien directeur de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal jusqu'en 2009. Est-ce que vous êtes encore professeur? Je suis encore professeur à plein temps. On commence à réfléchir à la retraite, mais pour l'instant, je suis encore à plein temps. Vous avez les deux mains dedans. Et vous avez publié en 2000 Le pays réel sacrifié, la mise en tutelle de l'urbanisme au Québec. Oui, qui est une espèce de dénonciation de la manière dont cette question était traitée par les élus, de manière un peu cavalière et souvent légère. Est-ce que ça a changé? Non. Parce que quand on lit votre livre, comment vous pourriez le décrire, votre livre? En fait, c'était d'une part de faire l'historique de l'urbanisation au Québec de Champlain aujourd'hui, qu'on comprenne comment tout ça s'est construit, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, et ensuite d'identifier un certain nombre d'enjeux de premier plan auxquels on est confronté et qui obligent à un changement de paradigme. On est obligé de repenser notre manière et notre rapport au territoire. Donc, les premières villes apparaissent il y a 8000 ans? Oui. Mohenjo-Daro, est-ce qu'on dit ça? Mohenjo-Daro, oui, voilà. qui est un des cas de référence parce que les vestiges sont assez imposants. C'est dans l'actuel Pakistan, je crois? Oui. Là, on parle d'une des premières organisations de ce qu'on va appeler une ville. Oui. En fait, c'est plus qu'un gros village. C'est quelque chose de plus costaud, de plus solide en règle générale. Et où, assez étonnamment, on commence à avoir des infrastructures, notamment pour gérer... On parle de 35 000 habitants. C'est important quand on ssait ce que c'est que de gérer une population sédentaire de cette envergure-là, ne serait-ce que pour l'alimentation, ne serait-ce que pour le fait de se débarrasser des déchets produits par une collectivité de 36 000 personnes, c'est pas rien. Et dans des climats très difficiles par ailleurs. Voilà. Cela dit, on va en parler un peu plus tard, l'urbanisme en tant que tel, cette science, est-ce qu'on appelle une science? Bon, on appelle ça une science et un art. On joue sur les deux registres. Et ça, c'est les urbanistes qui disent ça. Science et art. Oui. Discipline. Ça apparaît au 19e siècle? Oui, on commence à avoir une préoccupation explicite pour la question de la ville et des problèmes urbains vers 1850. L'osmanisation de Paris, l'agrandissement de Barcelone, la lutte à l'insalubrité urbaine qui était épouvantable à l'époque. Et c'est là qu'on commence à penser la ville comme un objet spécifique. C'est pas juste une accumulation de bâtiments, c'est pas juste un certain nombre d'espaces publics, de jardins, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, on commence à réfléchir l'objet dans sa spécificité et ça appelle à la fois un discours et à la fois des pratiques qui sont adaptées à cet objet-là. Parce que ce qui est clair dans la partie de l'histoire du Québec, à partir de Champlain jusqu'à les années 60 peut-être, c'est un laisser-faire. Oui. Sur le plan de l'organisation des villes au Québec. Ben, dès le départ, il y a une grosse différence, par exemple, si on compare avec ce qui se passe en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L'Espagne a un projet urbain. L'Espagne va élaborer un cadre de référence pour construire la ville, pour aménager la ville. On spécifie l'organisation générale du réseau de voirie, la taille des îlots, l'emplacement de la cathédrale, l'emplacement du palais. Tout est prévu, tout est organisé et on le voit encore aujourd'hui dans beaucoup de villes, en Amérique centrale, au Mexique notamment. C'est très, très net. La Nouvelle-Angleterre n'a pas de projet urbain spécifiquement. Ça va se construire un petit peu à l'improviste. Vous dites la Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre? Et la Nouvelle-Angleterre. Donc, et les Anglais et les Français, dans leur projet de colonisation, n'ont pas vraiment cette idée
d'établir des populations et de l'organiser. Donc, dans le cas, des colonies de l'Angleterre, c'est, comment je pourrais dire, c'est un peu improvisé, là. On ne sait pas trop comment on va aborder ça. On est très laxiste sur l'immigration. On accepte que tout le monde vienne s'installer ici. Oui. Et donc, chaque sous-groupe peut avoir une façon d'entrevoir. Jusqu'à tard, jusqu'au début du 20e siècle. Jusqu'à tard. Et ce qui va caractériser beaucoup la Nouvelle-Angleterre, c'est tout le discours anti-urbain. Oui. C'est-à-dire que les pères fondateurs des États-Unis considèrent qu'un des grands problème de l'Europe, c'est l'urbanisation. Ah ouais. Que la ville est ce qui explique la déchéance européenne. La promiscuité. Et donc, on va prendre ces distances. Ce qui fait que, par exemple, si on va aux États-Unis, à part de 2-3 grandes capitales comme Boston, les capitales des États sont toujours dans des très petites villes. C'est très rare que les capitales sont dans les grandes métropoles économiques. C'est dans des petites villes. Atlanta. En fait, c'est Atlanta et Boston qui sont les deux seules exceptions. Et donc, les grandes villes, New York, Los Angeles, ne sont pas nécessairement des capitales? Non. Non. Il y a un rapport assez ambigu à la ville aux États-Unis. Et d'ailleurs, certains, comme Frank Lloyd Wright, le grand architecte, avaient un discours très, très dur sur la ville. Pour lui, l'urbanité, c'est un emmerde. Et il avait constaté que les moyens dont on disposait à partir des années 30 permettaient d'être en rupture complète avec cette forme d'urbanisation caractéristique de l'Europe. Dans le cas de la Nouvelle-France, c'est tout simplement parce qu'au départ, c'est une colonie de commerce, essentiellement d'exploitation. D'ailleurs, la France va longtemps hésiter à envoyer beaucoup de colons parce qu'on considère que les paysans sont la principale richesse de la France. Et donc, on ne veut pas les perdre, on ne veut pas dépeupler la France, ce qui fait qu'on va finir par créer des villes et des villages parce qu'on réalise bien que pour tenir la place, notamment face aux Autochtones, en particulier les Iroquois, mais aussi face aux Anglais de la Nouvelle-Angleterre, il va falloir demander qu'on s'accroche un peu plus. Mais c'est vraiment improvisé. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans la première partie de votre livre, que Champlain, même l'emplacement de Québec, c'était pas son premier choix du tout. Non. D'ailleurs, dans ses écrits, il aurait préféré Montréal ou Trois-Rivières. En tout respect pour les gens de Québec. Oui, c'est très, très net. À Trois-Rivières, il identifie les îles à l'embouchure du Saint-Maurice en disant... Parce qu'à l'époque, à la Renaissance, les villes ne sont pas des villes de promontoire. Les villes sont sur des terrains plats, entourés d'eau de préférence. Et donc, on comprend que Québec, c'est pas si jazzy que ça pour Champlain. Montréal, c'est évidemment parce que Champlain, étant géographe, il comprend la position très stratégique de Montréal à la confluence de l'Outaouais du Saint-Laurent. On est un peu en amont de la confluence du Richelieu. Donc, on est inscrit dans une géographie de grande échelle du nord-est américain et il comprend très bien, mais il n'y a pas les moyens de ses ambitions parce qu'il n'y a pas de ressources. La royauté n'a pas un projet d'établissement permanent. Ils sont même en retard par rapport aux autres grandes puissances et c'est pour ça que la Nouvelle-France est au nord de l'Amérique parce que c'est ce qui restait. Les bons spots aussi. C'est ça. On avait occupé le reste. Et évidemment, la position était fortement revendiquée par les Iroquois, qui ne pouvaient pas l'occuper, mais qui voulaient surtout se donner les moyens d'en interdire l'occupation. Et c'est pas pour rien qu'on a eu tant de problèmes. Il y a eu le massacre de la Chine, mais il y en a eu beaucoup d'autres à répétition, parce qu'ils ne voulaient pas que les Français s'installent. Ils voulaient garder le contrôle de la vallée du Saint-Laurent. Et donc, l'œuvre de Champlain est une œuvre qui est contrainte par des facteurs externes. Et lui-même n'avait pas de projet de ville au début. Le projet de ville va venir quelques années plus tard, ne sera pas réalisé, mais il va avoir, lui, compris qu'il va falloir qu'on s'installe de manière un petit peu plus ancrée. D'ailleurs, parlant de Champlain, je reprends ma feuille que j'ai jetée. Il y avait un projet, Ludovica. Oui. C'est quoi ça? En fait, c'est une ville neuve, comme ils s'en construisaient à l'époque. Un peu sur Donc, c'est une idée de Champlain qu'il propose à Louis XIII en 1616. Oui. Et donc, il dit, dans la vallée de la rivière Saint-Charles, parce que c'est un projet de la Renaissance, donc la ville est en terrain plat, entourée d'eau, qui participe à la défense du site urbain. Sur le modèle, par exemple, d'une ville comme celle de Richelieu, qui a été construite par le célèbre cardinal quelques années plus tard. Donc, une ville très bien cadrée, bien aménagée, avec une enceinte, une place centrale, une église qu'on confierait aux Récollets, et il prévoyait des systèmes défensifs sur le promontoire et du côté de Lévis pour protéger les abords et éventuellement un projet urbain pour Tadoussac, un projet urbain pour Trois-Rivières, un projet urbain pour Montréal. Ça n'a pas été réalisé, mais c'était sa manière à lui de dire il faut qu'on s'ancre de manière un peu plus costaude sur le territoire. Vous rappelez aussi que l'unité spatiale que mettait de l'avant la France, donc la seigneurie, le rang, les censives, visait à
plus à protéger les terres pour leurs ressources que les populations. Ben, en fait, c'est un système qui est intéressant parce que, surtout après la démobilisation des soldats du régiment de Carignan-Salière, c'est qu'on on reprend une pratique qui avait déjà été utilisée par les Romains, c'est-à-dire qu'on donne des concessions à des militaires qui s'installent pour devenir des paysans, mais en même temps, ils sont capables de reprendre les armes rapidement au besoin. Et donc, ça permet de s'étaler dans la vallée du Saint-Laurent pour justement se donner les moyens de contrôler cette vallée du Saint-Laurent avec des ressources qui sont relativement modestes. Mais ça déplaît aux autorités parce qu'on perd le contrôle. Assez rapidement, on va réaliser qu'il y a bien des gens qui aiment bien mieux partir dans le bois que d'occuper leur terre. Et donc, Louis XIV dit, on va organiser le territoire comme en France, où en France, un paysan n'habite pas sur sa terre, il habite au village et il va cultiver sa terre. Et c'est là qu'on développe... Qui appartient au Seigneur, souvent. Qui appartient au Seigneur. Et c'est là qu'on développe le projet de Charlebourg, où la configuration des terres en pointe de table fait que tout le monde peut s'installer sur sa terre, mais en même temps s'installe dans le village. Mais les gens n'ont pas voulu. On avait déjà adopté une autre modalité. Et le caractère distinctif du Canadien par rapport aux Français était déjà en train de se confirmer. Et donc, les gens ont résisté, ce qui fait qu'il y aura eu une expérience et 2 autres embryons de ce mode d'organisation du territoire. Et aujourd'hui, à Charlebourg? Au centre, on a l'église, on a le presbytère, on a une école, qui est un couvent qui est transformé en bibliothèque. On a une première ceinture de maison, on a une deuxième ceinture de maison. Et quand on regarde, même avec une photo aérienne, le patron de la banlieue, les anciennes lignes de terre, on est capable de les repérer assez facilement. Donc, le trait carré a été absorbé par la banlieue au moment où elle a déferlé sur le territoire. Mais les photos des années 40, par exemple, les photos aériennes obliques, nous montrent très bien la configuration de l'époque où ça avait été établi. On va quand même faire un petit saut. On va arriver à la conquête. Qu'est-ce qui arrive? En 1763, les Britanniques prennent le contrôle de la colonie. J'imagine qu'ils ont une autre approche. Oui, en fait, la première chose, ils sont confrontés à une situation qui est très particulière, c'est-à-dire que même si nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes déjà trop nombreux pour qu'on nous réserve le sort des Acadiens. Donc, on ne peut pas penser nous disperser pour être capable de récupérer. Donc, on est obligé de nous accommoder. On est obligé de nous... des accommodements raisonnables. Des accommodements raisonnables. Puis, éventuellement, on va nous accorder évidemment le privilège de garder la loi et tout ça. Il faut se rappeler que c'est passé la même chose en Écosse. Quand les Écossais ont abdiqué politiquement, ils ont gardé leur système juridique, leur religion et leur langue. Et donc, c'est pas totalement inédit. L'autre élément, c'est que ça commençait déjà à brasser au sud. Et donc, les Britanniques se disaient, si on fait pas attention, si on garde pas le groupe canadien-français un peu comme... Si on garde pas une certaine cohésion. Une certaine cohésion, ces gens-là pourraient être tentés d'avaliser la position des voisins du Sud, puis on le sait, 15 ans plus tard, ça a éclaté aux États-Unis. Donc, ils étaient dans une position où ils devaient être tolérants. Ça dérangeait beaucoup, évidemment, les colons britanniques qui s'installaient ici, parce qu'ils étaient déjà dans un système d'économie de marché, et donc d'être obligés de composer avec un système seigneurial archaïque, caractéristique de la France en plus. Tout à fait. C'était pas particulièrement réjouissant pour eux. Vous écrivez un extrait du rapport Durham, des passages qu'on a moins retenus que ceux sur la langue et sur la culture, mais Lord Durham qui constate un peu la désorganisation des villes, alors qu'en Angleterre, quand même, ils ont des siècles d'avance par rapport à ça. Oui. En fait, la ville en Angleterre a une existence politique de très longue date. Nous n'avons pas d'existence politique encore aujourd'hui. Nous sommes des créatures des natures du gouvernement provincial. Et donc, c'est un premier élément. Puis deuxièmement, à cause de l'antériorité de la révolution industrielle, en Angleterre, on a déjà commencé à connaître de sérieux problèmes de transformation des villes par la pré-industrialisation. Et donc, les villes ont été obligées de s'occuper de toutes sortes de problèmes émergents, inédits, ce qui n'était pas le cas ici. Et donc, on était vraiment une société d'ancien régime où les autorités contrôlaient tout, mais il n'y avait pas de délégation de subsidiarité où les gens auraient pu entre eux-mêmes s'organiser de certains aspects. Et lui, il trouvait ça absolument aberrant. Mais vous rappelez, c'est intéressant parce que l'absence d'institutions municipales ne faisait pas en sorte que les élites des villes
n'étaient pas au courant de ce qui se passait ailleurs. Oui, assez rapidement. C'est-à-dire que parce qu'on a des liens privilégiés avec la Nouvelle-Angleterre de très longue date et que l'industrialisation de la Nouvelle-Angleterre, c'est toute fin 18e siècle. Donc, le lien, la rupture avec la Grande-Bretagne ne durera pas très longtemps et donc on va se mettre en mode d'industrialisation assez rapidement. Donc, comme on a des liens privilégiés, évidemment, on sait ce qui se passe et nos élites, y compris chez les francophones, sont aussi assez avisés de ce qui se passe en Europe comme type d'intervention. On pense par exemple à la destruction des fortifications autour des villes. Ça commence toute fin 18e siècle. Ben, Montréal entreprend la sienne. Pourquoi on fait ça à l'époque? Parce que les fortifications urbaines sont devenues totalement inutiles. À partir du 17e siècle... On ne voit pas du tout de cachet. Il n'y a pas cette réflexion-là. Non, à l'époque, c'est considéré comme une nuisance. D'abord, très souvent, elles sont mal entretenues parce qu'on a reporté les systèmes défensifs sur les frontières des États-nations en émergence. Donc, on n'a pas besoin de défendre le territoire par ville interposée. Donc, c'est pas entretenu. Ça sert de carrière. C'est délabré. Ce sont des emprises qui sont importantes, surtout quand on a réorganisé les fortifications à la Vauban. C'est des systèmes défensifs qui se déploient à l'horizontale. On le voit à Québec, par exemple, sur des superficies considérables. Donc, les villes coincées en intérieur de leur mur ont le goût de récupérer ces emprises-là. Ça contribue aussi à l'insalubrité parce que ce sont des murs, ça réduit l'ensoleillement, ça complique la ventilation naturelle. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font qu'à un moment donné, on se dit, on va récupérer tout ça. Ça avait déjà commencé à l'époque de Louis XIV parce qu'une des enceintes de Paris, qui était devenue inutile, va être transformée en boulevard. Les premiers boulevards. Et le mot boulevard, c'est un dérivé de Boulevard, qui est le nom de la promenade en allemand qu'on retrouve sur le sommet des fortifications. Et donc, la promenade, à partir du moment où la fortification est démolie, on la rabat au sol. Ça devient un boulevard. Liaison Montréal-Québec par bateau à vapeur en 1809, 6 ans seulement après la première navigation sur la Seine. Oui, d'autant que la navigation sur le Saint-Laurent est difficile. Oui, encore aujourd'hui. C'est pas juste de remonter, c'est que le fleuve comporte plusieurs obstacles, le lac Saint-Pierre par exemple, mais dans la région de Deschambault, il y a aussi des affleurements qui sont très dangereux et il y a les rapides. Quand on arrive à Montréal, à la hauteur du pont Jacques-Cartier, des fois on est obligé d'attendre quelques jours avant de pouvoir remonter jusqu'au port. Donc le navire à vapeur devient un atout pour consolider la position de Montréal. Bon, arrive l'industrialisation. Évidemment, ça va avoir des impacts énormes sur l'organisation des villes. Vous donnez une date importante, 1793, Pawtucket. Création d'un modèle qui va se multiplier en Amérique, le complexe de Slater Mill. Oui. Ça veut dire quoi, ça? C'est la manufacture. La manufacture, c'est au départ essentiellement le rassemblement dans un seul immeuble de plusieurs personnes qui font exactement la même chose. Ça, on oublie, mais il y a une nouveauté. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que... Souvent, il y a un moulin pas loin. Il y a un potentiel hydraulique. Il faut qu'on actionne la machinerie. C'est dû au perfectionnement, notamment du tissage. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec des machines à tisser à la main où l'humain est responsable d'à peu près tout. Là. On a des dispositifs, ne serait-ce que la navette qui permet d'avoir des tissus de beaucoup plus grande largeur. Donc, tout ça est arrivé. Et là, il y a des gens, des capitalistes, qui ont les moyens de construire un bâtiment de grande dimension, d'y installer plusieurs types de machines à tisser, etc., et d'engager des anciens artisans qui vont venir travailler pour lui. Et donc, on retire des mains des artisans les moyens de production et on les concentre dans des immeubles. Puis éventuellement, les innovations technologiques, notamment pour le captage de l'énergie hydraulique, vont s'améliorer. Éventuellement, la machine à vapeur va faire qu'on ne sera plus obligé d'être sur un rapide dans un cours d'eau. On va être à peu près n'importe où. L'électricité va jouer un rôle similaire. Et donc, Pawtucket, c'est le premier moment où l'artisanat est déqualifié par la manufacture. Et ça va avoir des impacts sur l'organisation des villes parce que là, ça amène une population. Ça va vraiment ça va en fait révolutionner. Oui, parce qu'au départ, les premières manufactures, la révolution industrielle en Grande-Bretagne, elle débute à la campagne. Parce que c'est là qu'on trouve les ressources hydrauliques, en règle générale. C'est là où on trouve beaucoup des matières premières, par exemple, dans le domaine du tissage. Et c'est là où on trouve la première main-d'œuvre qui est libérée par la transformation de l'agriculture. La mécanisation et l'amélioration des pratiques agricoles libèrent une partie de la main-d'œuvre rurale. Et donc, ça devient la main-d'œuvre des premières installations manufacturières. Mais assez rapidement, quand on est capable de se désolariser des points d'accès à la ressource hydraulique avec la vapeur, les industriels comprennent qu'ils ont intérêt à être en ville parce que là, ils vont pouvoir avoir accès à un bassin de main-d'œuvre beaucoup plus considérable, mais en plus, ils ne seront plus obligés de construire des logements pour leurs ouvriers. Alors qu'à la campagne, quand ils sont au milieu de nulle part, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de construire un dispositif pour supporter la main-d'œuvre. Là, ils se libèrent de tout ça et ce sont d'autres personnes qui vont prendre le relais et c'est tout le phénomène de la concurrence de la main-d'œuvre qui permet de jouer sur les salaires. Mais là,
ça va mettre une pression sur l'organisation des villes. Et comme il n'y a pas vraiment d'organisation des villes, c'est vraiment le free-for-all. Ah, c'est le free-for-all. C'est-à-dire que les industriels s'installent où ils veulent. Les producteurs de logements produisent du logement où ils le veulent, aux conditions qu'ils veulent. Et ce qui fait que très rapidement, on est en pénurie de logements, on est en taudification, en suroccupation des logements. C'est assez terrible. Et il y a des formules qui, à un moment donné, s'imposent en Grande-Bretagne. C'est ce qu'on appelle le back-to-back. C'est-à-dire que ce sont des unités de logement qui sont adossées l'une à l'autre et qui sont en mitoyenneté. Ce qui fait que les logements ont juste une façade pour s'éclairer et se ventiler naturellement. Ça permet des densités d'occupation invraisemblables parce que c'est sur 2 et parfois 3 étages. Et le peu de terrain qui reste n'est pas végétalisé, évidemment. C'est là qu'on retrouve l'entreposage du charbon, c'est là qu'on retrouve les latrines et tout ça. Et à peu près toutes les villes anglaises qui se sont industrialisées au 19e siècle connaissaient ces formules qui ont parfois duré jusqu'après la Première Guerre mondiale. Mais malgré tout, Montréal va les dépasser en insalubrité. Oui. En mortalité infantile? Mortalité, bien, salubrité en général, parce que c'est des causes. Oui. Mais en mortalité infantile, nous nous situons dans le peloton de queue avec Calcutta et Alexandrie. C'est épouvantable. Des conditions de vie déplorables. C'était frappant en lisant votre livre. On a complètement oublié ça. Oui, puis on ne sait pas non plus que même quand ça s'améliorait, on traînait toujours de la patte parce que quand on compare avec Toronto, les écarts restent les mêmes. Donc, on améliore les choses. Il y a toutes sortes de facteurs. La malnutrition a joué pour beaucoup. La construction de logements dans des environnements insalubres, la mauvaise construction des logements, la suroccupation des logements, la pollution industrielle. On vit à l'ombre des cheminées d'usines. Donc, et il y aura éventuellement aussi la position de l'Église. Quand on va commencer à penser à avoir des mesures, par exemple la vaccination, l'Église va être assez réfractaire parce que l'Église catholique considère que le bien de ses ouailles, ça lui revient, c'est pas à l'État à intervenir. Et donc, ça va faire que par rapport aux protestants, puis on le voit notamment, je cite un tableau où on compare avec notamment les protestants et les juifs, c'est un abîme de différence entre les Canadiens français et ces autres groupes-là, qui sont pas nécessairement tous très riches. Là. On s'entend que les Irlandais n'étaient pas nécessairement dans le haut de la liste là, des groupes les plus riches. Les Juifs non plus. C'était des artisans, c'était des petits métiers. Là. Beaucoup de cette immigration-là. Mais on s'en tirait pas mal mieux. Par contre, les conditions d'hygiène, surtout avec les grandes épidémies, faisaient qu'il y avait tellement de gens qui devaient être enterrés massivement dans des conditions assez expéditives que maintenant on s'est posé la question, est-ce que ces gens-là ne pourraient pas, est-ce que les morts ne pourraient pas être encore capables de retransmettre leur maladie? Il y a un point tel que, par exemple, dans le square Victoria, on avait commencé à relocaliser les dépouilles après avoir fermé le cimetière, puis à un moment donné, on a dit non, on laisse là au cas où, parce qu'on ne sait pas encore si ces gens-là peuvent transmettre la maladie. Et donc, quand on a fait des fouilles archéologiques il y a quelques années, on a encore découvert beaucoup de dépouilles dans le square Victoria. Cela dit, fin du 19e siècle, il va quand même avoir une commission d'enquête sur les relations entre travail et capital en 1886. Et là, il y a un personnage, Herbert Brown Ames. Parlez-nous de lui un peu. En fait, c'est un anglo-montréalais protestant qui fait partie de ce groupe sélect de philanthropes. De gens qui considèrent que c'est pas acceptable de traiter les gens comme ça. Et donc, il fait partie de ces gens qui essaient de transformer la société, notamment en transformant l'habitat. Et lui, la solution qu'il proposait, c'est de la philanthropie à 5%. C'est de dire aux gens qui sont très riches, prenez une partie de vos avoirs, de votre capital et investissez avec un retour sur investissement modeste de 5%, mais ça pourrait changer la donne. Sa proposition ne sera pas suivie, mais lui-même va construire un ensemble résidentiel dans lequel il va même insérer une épicerie pour... À Griffintown? Dans Griffintown, qui est disparu dans les années 60, malheureusement. Mais pour il n'y a pas d'épicerie aujourd'hui dans Griffintown. Non. En effet, on l'a perdu à ce moment-là. Et donc, pour montrer qu'on pouvait effectivement trouver des solutions, bon, évidemment, il y a toujours un peu de paternalisme là-dedans, mais c'était quand même des gens de bonne foi. Là. On ne s'attaquait pas aux vices les plus importants du système, mais on se disait, c'est pas acceptable. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que l'État est complètement absent. C'est le libéralisme. C'est la philosophie du libéralisme. On n'intervient pas sur le marché. Les gens sont responsables de leur devenir. Donc, s'ils ont réussi, c'est grâce à leurs dons. On dirait la CAQ aujourd'hui. Presque. Je vous demande pas de commenter ça, mais des fois... Il y a quelques affinités. Mais là, je veux qu'on rentre dans des grands... Parce que j'ai l'impression que la fin du 19e, c'est vraiment important pour le développement de l'urbanisme. Entre autres, on va au Québec s'inspirer de ce qui se fait, on en a parlé un peu tantôt, à Paris, avec les grandes transformations du baron Haussmann, l'agrandissement de Barcelone, selon les plans
Ildefonso. Ildefonso Cerda. Est-ce qu'on peut dire que lui, c'est un des pères de l'urbanisme? En fait, la paternité lui est attribuée lors des grands travaux qui ont été réalisés à Barcelone dans les années 80-90. Lui avait écrit... Il avait écrit beaucoup. En fait, il avait d'abord démontré la dangerosité de maintenir le système défensif qui coinçait les gens dans la ville. C'était une des villes les plus insalubres d'Europe au premier moitié du 19e siècle. À cause des fortifications. Donc, il a fait une démonstration. Il a utilisé, par exemple, des données statistiques et la cartographie pour, en fait, géolocaliser avant la lettre les problèmes pour bien montrer, effectivement, qu'on pouvait associer des problèmes à certaines particularités, à certains... On est à la fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle. C'est un ingénieur. Les ingénieurs sont vraiment des personnages incontournables de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais en fait, comme il écrivait en espagnol, il a été relativement peu lu. Et donc, on peut difficilement dire si c'est vraiment le père, mais il incarne la manière de faire de l'urbanisme, une démarche qui repose d'abord sur une documentation, une analyse des données, la pose d'un diagnostic et ensuite l'identification de types d'interventions susceptibles de régler les problèmes. Ce que constitue une discipline. Oui. Voilà. Cela dit, ça va bousculer les gens, entre autres la bourgeoisie à Barcelone, qui trouve que ces idées sont un peu trop horizontales. Parce que ne respectent pas la verticalité des classes sociales. En fait, parce qu'il s'est imposé, alors que c'est un autre projet qui avait été retenu, donc on n'a pas aimé ça. Deux, parce qu'effectivement, il avait en fait, c'est un réformiste. Et donc, ce clivage de la société entre des élites qui s'autoprotègent et le reste de la population, il considérait que c'était peut-être pas tout à fait défendable. Et surtout qu'on commençait à avoir les moyens d'améliorer le sort de tout le monde, avec les réseaux d'égouts, d'aqueducs, une meilleure aération des cadres bâtis, etc. Donc, ils ne voyaient pas pourquoi tout le monde ne devrait pas en profiter. Donc, ça a déplu un petit peu certaines élites. À Paris aussi, il y a Victor Hugo et Émile Zola qui ne vont pas aimer. Parce que la transformation de Paris du baron Haussmann. Est-ce qu'on dit le baron Haussmann ou on dit Georges Haussmann? On dit le baron. C'est des gros travaux. Là. C'est majeur en termes d'envergure, mais c'est majeur aussi en termes de temps. Là, on se plaint à Montréal. S'il y avait eu des cônes oranges à Paris, il se serait plaint aussi des cônes oranges parce qu'on a tout bouleversé. D'abord, il faut comprendre que la première étape, c'est qu'il faut régulariser le substrat sur lequel est construite la ville. Parce que dorénavant, on veut contrôler notamment par la gravité les égouts, les aqueducs, les eaux de ruissellement. Donc, sur une topographie là, où on a des creux, des bosses partout, il faut régulariser tout ça. Il fallait démolir massivement pour faire les percées, en sachant qu'une percée, c'est pas juste une voie de circulation. On perce en surdimensionnement pour être capable de reconstruire les abords des nouvelles voies de circulation. C'est comme ça qu'on crée les grands boulevards haussmanniens. Et donc, c'est des quantités phénoménales de débris qu'on est obligé de gérer sur des superficies qui sont énormes. Ce qu'on va lui reprocher, bon, d'une part, d'avoir mis beaucoup d'argent dans ses poches. Apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, il n'a pas profité de la situation. Non. Deuxièmement... Tu l'as dit, si c'est un vrai baron, il y avait pas nécessairement... En fait, c'est un titre qui est plus honorifique qu'autre chose. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est un grand commis de l'État qui... c'est quelqu'un... Bon, d'abord, il est de religion protestante. Il faut se rappeler ça. Et qui était obnubilé par deux choses, l'éducation et la mobilité. Lui, il considérait qu'il fallait que les gens soient éduqués et il fallait qu'il y ait des moyens de transport efficaces, aussi bien en région, où il a commencé sa carrière, qu'à Paris, où il l'a fini. Et donc, tout ça alimentait sa réflexion. Mais il faut aussi rappeler que le projet d'osmanisation de Paris, c'est Napoléon qui l'a élaboré, c'est pas Haussmann. Haussmann est l'exécutant. C'est pour ça que je dis que c'est un grand commis de l'État, auquel l'État a donné des moyens absolument extraordinaires, qu'à peu près personne d'autre n'a eu, sauf peut-être à Vienne. Et donc, il a livré la marchandise de ce point de vue-là. Donc, en fait, Hugo, c'est ce que vous dites dans votre livre, Hugo et Zola dénonçaient la destruction de l'héritage médiéval de Paris. D'une part, et la trop grande uniformité des cadres bâtis, donc les célèbres boulevards et avenues de Paris. Dans le cas de Victor Hugo, c'est assez fascinant parce que quand il écrit Notre-Dame de Paris, le Paris du Moyen-Âge est à peu près déjà en bonne partie détruit. Bon, Haussmann va finir le travail, mais c'est déjà en bonne partie détruit. Donc, le Paris auquel fait référence Hugo, c'est un Paris imaginaire. C'est un Paris qui est beaucoup plus dans son livre que sur le terrain. Mais il y a quand même des morceaux qui subsistaient et qui ont été démolis. Et donc, ça rendait les choses désagréables. Zola était très critique sur la trop grande homogénéité, mais il va changer son fusil d'épaule. Mais il va quand même prendre acte
des conséquences de l'urbanisation, notamment sur la consommation et les grands magasins, la curie également, au bonheur des dames, la curie également. On a effleuré ce qui se passait à Vienne avec la construction du Ringstrasse. Oui. Encore là, on sert des anciennes fortifications pour moderniser la ville? Oui. En fait, c'est un système défensif, donc élaboré par Vauban notamment, et dans le cas de Vienne et de plusieurs autres villes, la superficie affectée aux défenses est supérieure à la superficie de la ville qui est enserrée par les défenses. Donc, on comprend l'importance de l'enjeu et on comprend que dans un contexte d'émulation nationale où les nations veulent s'imposer les unes aux autres, de décongestionner une capitale et d'en faire quelque chose de plus moderne, de plus tape à l'œil, grandiose. On ne laisse pas passer l'occasion. Et donc, on a fait justement ce boulevard périphérique sur lequel, en plus, on est venu construire tous les grands équipements publics, l'opéra, hôtel de ville et des quartiers bourgeois également. Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe au même moment? Vous parlez du mouvement Parks and Parkway System? Oui. C'est toujours un peu dans cette idée que le rapport à la ville est d'une autre nature aux États-Unis. Et donc, des gens comme Homestead, notamment, vont réaliser que la ville industrielle est une ville qui souffre de la déficience en espace vert. Il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'espace où se ressourcer, il n'y a pas d'espace où respirer. Et donc, on veut équiper la ville. On connaît son célèbre Central Park, on sait qu'il a travaillé ici. Oui. Mais Homestead va aussi se dire, est-ce qu'on pourrait pas être plus prévoyant? Plutôt que d'aménager à la dernière minute des espaces verts, est-ce qu'on ne pourrait pas réserver ce que la campagne a de mieux à nous offrir pour que quand l'urbanisation va se déployer, la chose soit déjà en place? Et donc, ça va donner notamment le célèbre réseau des parcs de Boston et ils vont en développer à beaucoup d'autres endroits et ça va venir être complété notamment par les réseaux de parkway. C'est-à-dire que là où on ne peut pas avoir une trame verte articulée à des éléments de la nature, on va créer des promenades, comme on en a à Ottawa notamment. Donc, des promenades urbaines de qualité qui participent justement de cette mise en réseau des espaces. Bon, on arrive au 20e siècle, ça bouillonne, en fait, vous le dites, aux États-Unis, à San Francisco, à Chicago. Et là, il y a une grande conférence. En fait, en France, c'est le musée social. C'est quoi ça, le musée social? C'est un organisme qui est né justement à la faveur d'interventions de philanthropes, de réformistes et qui veut, en quelque sorte, exercer un leadership dans la société pour faire valoir les bonnes pratiques en matière d'hygiène, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Faire valoir aussi la nécessité de revoir les modalités de production des cadres bâtis. Donc, ils vont être à l'origine des premiers grands chantiers d'habitation à bon marché, toute fin 19e, début 20e siècle. Donc, la révolution industrielle est installée. Elle est bien installée. Les conséquences sont bien là. Les grandes épidémies urbaines ont fait leur travail. Fait que là, il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. L'État se fait encore tirer un peu l'oreille parce qu'on est toujours dans cette philosophie très libérale. Et donc, ces gens-là disent il faut que les choses changent et ils vont aussi travailler pour faire adopter des lois qui vont permettre justement de mieux cadrer les pratiques aménagistes, les pratiques d'urbanisme. Ils vont être à l'origine de la création de la première école d'urbanisme en France, 1906, au moment où le terme urbanisme apparaît en français. C'est la première fois qu'il apparaît. Alors que Cerda avait utilisé urbanisation dans les années 1860 et en espagnol, le terme désigne aussi bien le phénomène que l'intervention. Ah ouais. Alors qu'en français, c'est l'urbanisation et l'urbanisme. On a deux termes distincts. Voilà. En Allemagne, c'est la fondation du Bauhaus. Qui va être plus tardive. Là, ça vient, vient un petit peu plus tard. Et ça, c'est un autre versant complet. Là. Ça, c'est la grande modernité, le mouvement fonctionnaliste, des gens qui considèrent que la ville traditionnelle a livré tout ce qu'elle avait à donner. Elle n'est plus pertinente. Il faut penser à autre chose. Il faut passer à d'autres choses. Il faut raser. On recommence à zéro sur des nouveaux paramètres et notamment le principe ségrégatif. Les usages ne doivent pas être en cohabitation. Il faut séparer l'habitation du travail, du commerce, du loisir. Il y a des espaces dédiés strictement au déplacement. Et c'est aussi... C'est nouveau, ça. En fait, ça existe déjà au 19e siècle parce qu'on a compris qu'il y a des cohabitations qui ne sont pas très saines. On a compris qu'il faut commencer à isoler. Et le tramway va jouer un rôle parce que le tramway va permettre à des gens qui en ont un peu plus les moyens d'aller habiter à l'écart des milieux de travail. Donc, le principe ségrégatif est déjà en construction sur le terrain. Mais là, on l'officialise théoriquement. Oui, c'est ça. Et l'autre élément, c'est de faire appel à tous les nouveaux matériaux, donc le béton, le fer, le béton armé, etc., pour pouvoir produire autrement des cadres bâtis, des édifices en hauteur, des édifices... Et entre autres, c'est tout le mouvement des grands ensembles qu'on veut construire en rupture par rapport à la trame urbaine traditionnelle. Donc, des bâtiments qui sont installés très librement sur des grands emplacements pour optimiser l'ensoleillement, etc. Et la voiture qui commence à se faire sentir. 1926, il y a des grands congrès d'architecture qui vont mobiliser encore des idées.
moi, je parle d'urbanisme. Jusqu'à quel point ces grandes conférences vont donner le ton des années à venir pour la réflexion, la construction et en fait la matérialisation de ces idées-là en urbanisme? C'est majeur. Les échanges sont considérables à l'époque. Les gens se rencontrent. Ça, c'est nouveau. Ah oui, à ce rythme-là, ouais, oui. Et ouais. c'est un des héritages du chemin de fer. Ouais. Le chemin de fer permet justement de construire une communauté, que ce soit en urbanisme ou dans plein d'autres domaines. Oui. Ça accélère, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Les médias, les journaux, évidemment. Donc, on parle beaucoup de ces choses-là. Je dirais même les cartes postales. Ouais. La carte postale permet de connaître les choses avant même qu'on les ait vues. Ouais. Donc, il y a toute une série d'éléments qui transforment l'interface entre les différents groupes des sociétés. Ouais. Et donc, il y a des groupes qui émergent justement comme ça par discipline interposée et qui veulent échanger. À Berlin, dans les années 1910, c'est dans le cadre d'un concours international pour l'élaboration d'un plan pour le nouveau Berlin. Ouais. Et à ce moment-là, on tient une conférence internationale. Donc, il y aura celle de Grande-Bretagne, auquel même des gens d'Amérique du Nord vont participer. Donc, il y a une grande émulation, de plus en plus de livres de référence écrits par des praticiens, mais qui ont aussi une réflexion théorique. Et donc, il y a vraiment une émulation à l'échelle occidentale. Il faut bien se rappeler, c'est à l'échelle occidentale. Oui. Les colonies étant par définition des territoires d'expérimentation idéaux. Ouais. Parce que la contrainte, elle est minimaliste. Ouais. Là, on peut se payer la traite et expérimenter toutes sortes de nouvelles choses, mais l'urbanisme, c'est essentiellement une discipline occidentale. Voilà. Donc, 1926, c'est ce grand congrès et Le Corbusier devient... En fait, c'est... un personnage central de l'urbanisme? Je dirais, en fait, c'est une face à claque. Il provoque tout le monde. Okay. Il aime bien provoquer. Il aime bien, aussi bien dans ses écrits et tout ça, ce qui va lui coûter probablement plusieurs commandes dans sa carrière. Mais il devient un peu le chantre. Des fois, il déforme un peu les réflexions de ses collègues. Là, il s'approprie tout. C'est un genre de Clotaire à paille. Oui, il emmène large, disons. Okay. Mais c'est ça, c'est vraiment l'époque où le mouvement moderniste, dans l'entre-deux-guerres, veut prendre la place. Okay. Et on prend tous les moyens. Donc, ce sera l'école du Bauhaus en Allemagne, qui est une école de très, très grande réputation, malheureusement, qui va être liquidée avec l'arrivée des nazis au pouvoir. Mais il y a des filières de ce type-là à peu près partout, là, dans les pays scandinaves, dans les Pays-Bas, en France, en Angleterre, même aux États-Unis. Il y a des mouvements importants. Mais aux États-Unis, on peut penser, entre autres, à tout le phénomène de l'urbanisme relié au gratte-ciel, qui naît à Chicago et qui va avoir un impact énorme sur le paysage urbain en général en Amérique du Nord et qui devient une espèce de référence de ce qu'est le skyline nord-américain. Bon, on est au début du 20e, l'automobile arrive. 1906, premier salon de l'auto à Montréal, mais l'impact réel de l'automobile va se faire sentir un peu plus tard, mais ça va avoir un impact profond sur la trame urbaine. Oui, parce que, bon, au départ, c'est un joujou pour Jean Riche. D'abord, c'est presque impossible de vraiment l'utiliser. Les routes sont dans un état épouvantable. L'automobile n'est pas fiable non plus. Souvent, on fait des crevaisons presque au kilomètre et tout ça. Donc, c'est pas vraiment très pratique. C'est une curiosité. Mais il y a un engouement. Mais il y a un engouement assez important très rapidement. Il faut comprendre que les premiers moyens de transport mécanisés que sont le bateau à vapeur, le train et le tramway, sont des moyens de transport qui sont très limités dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils doivent circuler dans des voies navigables pour le premier, sur des rails dans les deuxièmes. L'automobile, non seulement individualise le rapport au transport mécanisé, mais permet de le déployer tous azimuts, parce que l'infrastructure de base, elle est collective. Elle n'a pas été assumée par les propriétaires du moyen. Alors que dans le train et dans le cas du tramway, ce sont les propriétaires des entreprises qui doivent mettre en place ces infrastructures. Donc, on est dans une transformation complète du rapport. Le bateau, les cours d'eau sont là quand même? Oui, mais il faut aménager des quais, il faut aménager, faut draguer les cours d'eau, il faut avoir des canaux à certains endroits. C'est plus limitatif. Je comprends. Donc là, il y a vraiment une transformation du rapport à la mécanisation du transport qui change complètement la donne. Et assez rapidement, et ça, je pense qu'on l'ignore beaucoup trop aujourd'hui quand on s'attaque à l'automobile. Il y a un imaginaire de l'automobile qui commence à se mettre en place et des gens comme Ford y contribuent allègrement. Eux ont compris rapidement qu'ils ne vendaient pas juste un moyen de transport. Puis on le voit même dans les campagnes, très rapidement, les agriculteurs comprennent que c'est à leur avantage parce qu'on va pouvoir livrer les denrées agricoles au marché. Monsieur le curé et monsieur le docteur en retirent un privilège et un prestige certain. Donc ça joue même dans les campagnes qui sont encore moins propices à l'utilisation de l'automobile. À la même époque,
crois qu'on en a parlé un petit peu tantôt, l'électrification aussi va être déterminante pour le développement d'autres industries, dont les pâtes et papiers, qui vont avoir un impact sur la création des villes au Québec. Il y a des villes qui vont naître uniquement à cause de ça. Et aussi l'électrification, puis si on l'oublie, va permettre d'éclairer les villes. Oui. Donc d'allonger les heures de travail. Et d'accélérer encore le mouvement de l'industrialisation et son efficacité, parfois au détriment du collectif. Et aussi indispensable pour le gratte-ciel. Ça prend des ascenseurs et ça prend des téléphones pour faire fonctionner les gratte-ciels. Pourquoi les téléphones? Quand on travaille dans un bureau au 18e étage et que le collègue à qui on veut parler de l'autre entreprise est au 16e, 1 kilomètre plus loin, on a intérêt à pas être obligé de navetter matériellement. Donc, le téléphone devient un outil d'accompagnement de la culture du gratte-ciel au même titre que l'ascenseur. L'automobile, comment on peut quantifier? Parce qu'aujourd'hui, c'est évident, on a des routes, on pense que ça a toujours été comme ça, mais à l'époque, sur la pression que ça met sur les villes, comment on peut le... Ben, ça met des pressions dans un double sens. D'abord, la ville existante est mal adaptée. Oui. Le réseau des rues, la largeur des rues, la configuration des intersections, l'absence de stationnement, ça contraint l'usage de l'automobile. Et donc, très, très tôt, il y a des gens qui vont commencer à se poser la question, comment on peut insérer l'automobile dans les villes? Oui. Donc, il y a des gens, entre autres, il y a un célèbre urbaniste français qui va passer une partie de sa carrière à travailler là-dessus. Ils vont inventer le carrefour giratoire, notamment, pour faciliter les déploiements dans les villes. Okay. Il y a un dénommé Giovannoni en Italie qui doit beaucoup réfléchir au rapport de l'auto avec les centres historiques parce qu'il est très au fait de ce qui se passe aux États-Unis dans les années 20 et il comprend que ça s'en vient en Europe également. Il y aura beaucoup de réflexions en Grande-Bretagne de ce point de vue-là aussi. L'autre élément, c'est que ça permet une extension de la ville qui est beaucoup plus considérable et beaucoup plus libre qu'elle ne l'a été avec le tramway. Le tramway avait déjà permis d'accroître les superficies d'urbanisation parce que c'est un moyen de transport très efficace, relativement peu coûteux, mais l'automobile permet de se désolidariser de l'obligation d'avoir des corridors de rails. Et là, à ce moment-là, on peut s'éparpiller partout et on peut aussi commencer à aller s'installer complètement à l'écart, dans des nouveaux secteurs, ce qui était permis avec le train pour les nantis, qui pouvaient aller résider à grande distance du centre. Dorénavant, à peu près tout le monde de la classe moyenne qui a les moyens d'avoir une auto peut dorénavant aller habiter complètement à l'écart des périmètres urbanisés. On va parler un peu des 30 Glorieuses parce que là, c'est là que l'automobile se déploie. Il va y avoir des pressions énormes. Il va y avoir une autre crise du logement violente, vraiment violente. Accroissement de la population et mise en chantier rachitique. C'est drôle, je lisais votre livre, on en a parlé tantôt aussi par rapport à l'arrivée de l'industrialisation, comment ça a mis une pression sur les villes. Je pensais à l'annonce de l'usine Northvolt à McMasterville, où il va y avoir une pression énorme. Oui, effectivement. Qui a visiblement, je suis pas sûr qu'elle a été planifiée. Non. Et je me disais, mon Dieu, il n'y a pas on n'apprend pas des erreurs du passé. On n'a rien appris parce que depuis 30 ans, il se crée plus d'emplois dans les grandes métropoles, et en particulier à Montréal, que dans les quartiers centraux, et que la dilatation de l'emploi est un des facteurs de l'étalement urbain. Si vous travaillez à Mirabel, vous pouvez très bien aller résider à Saint-Sauveur et même au-delà de Saint-Sauveur. C'est la même chose avec cette usine. Quand elle va être construite, on peut aller habiter en dehors du périmètre urbain de Montréal à 30-40 km plus loin. Effectivement, et c'est déjà comme ça. Oui. Ça va juste amplifier le phénomène. Et ça, c'est assez désolant de voir à quel point on est incapable de concevoir que l'étalement de l'emploi est un facteur d'étalement urbain et les élus ne veulent pas toucher à ça. C'est comme s'ils faisaient un lien entre planifier la distribution de l'emploi et planifier l'économie. On ne demande pas de planifier l'économie. Là. On sait que c'est un leurre, on sait qu'il ne faut pas toucher à ça. Mais entre ne pas planifier l'économie et refuser de planifier ou du moins d'encadrer la distribution de l'emploi, il y a une marge et il me semble que de faire un amalgame entre les deux, c'est très coûteux. Mais là, on sort du livre. Là. Mettons que la ville de McMaster vous appelle pour les aider à prévoir comment on va installer une usine de 3-4 000 employés. C'est quoi les défis, à votre avis, d'une ville comme McMaster? Moi, je connais bien parce que ma mère habite à Belleuil. J'ai habité à Belleuil, c'est à côté. En fait, les défis, c'est qu'ils vont devoir gérer tous les inconvénients sans avoir les retombées les plus positives parce que ça va se passer ailleurs. Les gens n'habiteront pas nécessairement là. L'activité commerciale ne sera pas nécessairement localisée là. Donc, ils vont devenir le réceptacle d'un lieu de production d'économie, mais avec des retombées locales qui risquent d'être assez minimalistes, surtout s'il y a des conséquences environnementales. Ça va être encore pire. Et ce sont d'autres ailleurs qui vont en profiter. Mais ça va falloir quand même aménager la ville. Oui. Pour gérer le flot
Sachant que le transport collectif est rachitique. Mais il s'agit, entre autres, de lire le petit ouvrage que vient de publier l'ancien maire de Gatineau, Benoît Jobin, pour comprendre que les villes n'ont pas les moyens de nos ambitions collectives de ce point de vue-là. Et au provincial, on veut rien, on lâche pas de l'Est du tout. Pas du tout. Parce que ces ressources-là qu'on donne aux villes, on le garde pour toutes sortes de choses. Notamment pour pérenniser la culture du quémandage. Oui. Nos élus à Québec aiment bien que les maires elles se mettent à quatre pattes devant eux pour le quêter de l'argent. Puis ces surplus-là qu'on donne pas aux villes, des fois, à quelques mois des élections, ça permet des chèques. Peuvent être très utiles. Voilà. Peuvent être très utiles. Mais là, on sort du livre. Je veux qu'on parle des cités-jardins. D'abord, il faut comprendre qu'à peu près dans les années 1830-1840, il y a, en particulier aux États-Unis, des nouveaux ensembles résidentiels qui sont construits en campagne. Oui. Parce que le train permet d'accéder à des petits morceaux de territoire plutôt sympathiques. Et donc, là, il y a des promoteurs qui achètent les terres agricoles. C'est souvent pittoresque, il y a des petits cours d'eau et tout ça. Et là, on fait des aménagements à caractère aristocratique. C'est assez grand pour que, quand on implante une maison, il ne soit pas possible de savoir qu'on a des voisins. Puis dans bien des cas, on interdit même les clôtures pour ne pas avoir d'indication que c'est fragmenté. Okay. Et donc, c'est le premier type d'évasion résidentielle, là, mais réservé essentiellement à une élite. Howard va découvrir ça. Howard va venir se balader aux États-Unis et il va découvrir ça notamment autour de Chicago. C'est qui ça? C'est le concepteur des cités-jardins. Okay. C'est un greffier. C'est même pas un urbaniste. Il n'a aucune formation. Il connaît également les expériences en Grande-Bretagne de villes de compagnie. Des villes dont j'ai parlé tantôt, où des entreprises décident de donner des meilleures qualités de vie et tout ça. Et là, il se dit, il y a là un potentiel d'avenir et ce qu'il faudrait, c'est rendre ça un peu plus consistant, quelque chose d'un peu plus cohérent, d'un peu plus rigoureux. Et son objectif, c'est de dire, la campagne a quelques vertus, beaucoup de défauts. La ville a beaucoup de défauts, peu de vertus. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement avoir les deux? Construire la ville à la campagne. Et donc, là, ce qu'il va concevoir, au départ, c'est un réformiste. Ce qu'il conçoit, c'est un modèle d'urbanisation. C'est pas un plan d'une ville, c'est un modèle d'urbanisation. Sa cité-jardin, elle doit avoir une certaine autonomie, notamment du point de vue du commerce, du travail et de l'alimentation en denrées agricoles. Et donc, ça prend une taille minimale. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va avoir un dispositif où j'ai une petite ville centrale, quelques villes satellites, avec tous les services voulus, beaucoup d'espaces verts qui englobent tout ça. Et quand je vais atteindre une certaine taille, on arrête ça et on en repart une autre ailleurs. Ces organisations-là, elles sont en périphérie des grandes agglomérations métropolitaines, dont on bloque le développement, donc on le reporte à distance. Et elles doivent avoir une autonomie, mais elles doivent aussi être libérées des pressions du marché, qui est catastrophique, notamment en matière de crise de logement. Donc, le sol n'appartient pas aux individus, le sol appartient à la collectivité. Ah oui, quand même, OK, ça c'est intéressant. Ça, c'est la première étape. La deuxième, il revient à la charge avec une deuxième publication, et là, il insiste davantage sur la dimension urbanistique, et là, il commence à travailler avec des urbanistes de grande réputation qui vont commencer à plancher sur la planification physico-spatiale de ces villes-là, et il va y avoir deux exemples qui vont être créés dans la grande région de Londres, une au tout début du 20e siècle, puis une autre un peu plus tard. Le concept suscite un engouement considérable très, très rapidement. Il y a des organisations, des sociétés de cités-jardins qui sont créées rapidement en Espagne, en France, en Allemagne, même au Japon, aux États-Unis. Et c'est vraiment un concept qui semble être porteur d'avenir pour sortir une fois pour toutes de cet héritage contaminé qui est la grande ville industrielle. Et il va y avoir des manifestations, des projets comme ça au Québec. Les vrais cités-jardins au sens plein du terme, avec propriété collective du sol, avec autonomie en matière d'emploi et tout ça, il y en a très peu. C'est plutôt le modèle résidentiel avec tous les services d'accompagnement, le fait d'avoir une taille limitée, le fait d'avoir beaucoup de végétation qui va dominer. La plupart des cités-jardins de ce type-là vont aussi être caractérisés par un habitat d'assez basse densité. Par contre, le concept va être réinterprété par d'autres en mode haute densité. Donc, avoir des tours plutôt que des maisonnettes, des cottages, etc. Ça va être une autre variante. Une autre variante qui va émerger, ça va être la banlieue jardin. Et ça va être à l'initiative d'une dame philanthrope en Angleterre qui considère que les gens qui habitent en ville devraient aussi profiter d'une meilleure qualité de vie. Et donc, elle va faire construire sur la banlieue de Londres une banlieue jardin. Et donc, on va voir, en Amérique du Nord, beaucoup de ces dérivés de la cité-jardin, que sont la cité-jardin et la banlieue jardin. Ville-Montréal en était un exemple. La ville de Témiscamingue, au Témiscamingue, s'inspire d'une certaine manière. À Rosemont,
Vous parlez des cités jardins du Tricentenaire? Oui. C'est où ça? Ça existe encore aujourd'hui? Ça existe encore. C'est le long du boulevard Rosemont. C'est toute une série de rues en cul-de-sac avec un grand espace vert qui est au centre de tout ça. C'est de la petite maisonnette de type chalet suisse. C'est-tu dans le coin du Parc Maisonneuve? Oui, c'est dans le coin du Parc Maisonneuve. Ah oui, OK. Mais qui est devenu un quartier assez recherché, assez rapidement. Inabordable. D'une part parce que le projet a foiré, comme beaucoup de projets de coopératives. Ça revient beaucoup. Oui, les coopératives ont beaucoup de difficultés à livrer la marchandise. Mais c'était un projet qui était assez exemplaire à l'époque. Et là aussi... Donc, c'était une coopérative, mais avec des unifamiliales. Avec des unifamiliales. On prévoyait également un petit centre commercial, quelques équipements communautaires, des grands espaces verts et tout ça. Bon, le BSB, il va avoir des problèmes économiques, etc. Mais c'était Ville-Saint-Laurent inspiré. Ville-Saint-Laurent, c'est autre chose. Ville-Saint-Laurent, le quartier Norvic? Oui. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme les usines d'armement étaient en proche campagne, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était difficile pour les ouvriers de s'y rendre travailler, surtout pour certaines catégories d'ouvriers qui sont un peu plus précieux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que le gouvernement fédéral va créer un organisme pour produire du logement pour accueillir certains des employés de ces usines. Il va y avoir des dizaines et des dizaines de projets à l'échelle du Canada. Celui de Norvic, 42, est un des plus importants, à peu près 400 maisons. C'est des petites maisons de type Cape Cod. C'est très modeste, très petite dimension. On fait acheter chez Sears. En fait, c'est un modèle qui s'inspire de ce que Sears faisait à l'époque, parce qu'on vendait des maisons en kit à Sears. Donc, on a adapté un peu ça. Puis, on les produisait avec les moyens du bord, parce que l'économie de guerre accaparait à peu près tout. Donc, il fallait que ce soit des matériaux bas de gamme. On ne voulait pas que ça soit permanent parce que l'industrie de la construction rechignait au fait que le fédéral empiétait dans une sphère qui devait relever du privé. Donc, on les a construits sur pilotis au départ. Ça devait être démoli. Mais assez rapidement, les gens vont vouloir les acquérir parce qu'évidemment, pour les gens qui habitaient dans des logements bas de gamme dans les quartiers centraux, c'était une très, très grande avancée pour l'humanité, cette histoire-là. Ville-Saint-Laurent dans les années 40. C'est en plein champ quand ça se construit. C'est ça, c'est pas comme aujourd'hui. Non, c'est ça. Là. Donc, en fait, ça anticipe la grande banlieue d'étalement d'après la Deuxième Guerre mondiale par la multiplication de petits bâtiments à peu près de même plan, de même configuration, par l'accès à la propriété également, par la dépendance automobile. Évidemment, assez rapidement, ces gens-là vont acquérir et se déplacer en automobile. Donc, on prépare le terrain dès 1942. Là. Il va y avoir aussi un autre type d'habitation qui va se développer sur le modèle des shack towns aux États-Unis, des villes champignons. Champignons bidonvilles. Vous appelez, oui, c'est ça, les Casimirvilles. Oui. En fait, on a souvent l'impression que la banlieue d'étalement, d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est essentiellement l'affaire des riches et de la classe moyenne. Et on ne réalise pas que les gens qui vivaient dans les quartiers centraux vivaient dans des conditions absolument épouvantables. Une crise de logement énorme. On vivait à 2-3 familles dans les logements. On habitait des hangars, on habitait des garages. Et donc, même les gens parmi les plus pauvres vont tenter l'expérience de la banlieue. Mais finalement, comme ils sont pauvres, ils ne sont pas les moyens d'acheter une maison faite par un promoteur, constructeur, etc. Donc, ils s'en vont sur la Rive-Sud, à Jacques-Cartier, ou ils s'en vont à Pont-Viau, ils s'en vont à la barre à Plouffe. Ils achètent d'un promoteur propriétaire foncier. La barre à Plouffe? La sortie du pont de Cartierville, donc du côté de Chaumédé. Donc, ils achètent des terrains. Ça a changé ce coin-là aujourd'hui. Oui, mais il y a encore des traces de ce type d'occupation-là. Et donc, ils achètent des terrains de promoteurs PRE qui sont à peine lotis, pas desservis, pas d'égout, pas d'aqueduc, pas de chemin, etc. Et là, ils se construisent les maisons. Ceux qui ont un peu plus d'argent vont se faire aider par un petit contracteur, mais la plupart les construisent eux-mêmes. Ils récupèrent des matériaux de construction. S'ils habitent près d'une gare de triage, ils vont aller arracher des planches de wagons de temps en temps. Ils font des tournées à Montréal, là où il y a des démolitions, ils récupèrent des fenêtres, ils récupèrent des portes, etc. Il n'y a rien de... non, ils ne sont pas propriétaires. Ils payent à la petite semaine un montant. Et donc, ça pose de très sérieux problèmes. L'insalubrité est énorme. Et donc, on crée des environnements qui sont presque taudifiés d'entrée de jeu, qui sont presque bidons. Il y a une photo dans le livre, notamment, où on voit un morceau de quartier. Et Casimirville, juste faire un aparté, c'est Oliva Légaré. Oui. À l'époque, qui est une vedette de la radio, qui est folkloriste qui est un folkloriste de grande réputation et qui anime une émission et dans laquelle il fait des sketchs. Et un de ses sketchs, c'est une gang de zoufs montréalais qui décide d'aller fonder une ville en Abitibi et ils veulent que ce soit une ville modèle. Donc, c'est une ville où il n'y aura pas de femmes, pas de curé. Évidemment, tout va tout croche, il n'y a rien qui fonctionne et tout ça. Donc, on se bidonne à tour de bras. Ce qui fait que les gens qui habitent à proximité de nouveaux quartiers qui ressemblent à ça, ils appellent ça les Casimirvilles. Donc, il y en a un peu partout
partout, surtout dans la grande région de Montréal. Ben, Longueuil, en partie, Jacques-Cartier. Ville-Jacques-Cartier, qui était le gros Casimirville par excellence, mais il y en avait à La Salle, il y en avait à Pont-Viau, il y en avait à Vanier. Des gens qui ont vécu dans la misère, mais à l'écart du regard, parce que les institutions qui accompagnaient les populations les plus pauvres, ils n'étaient pas là au départ. Non, là. Donc, le filet social n'existait pas. Cela dit, il était toléré. Parce que je fais une comparaison, c'est drôle, c'est un auditeur qui est en train de lire votre livre, Gérard Baudet, il me disait, c'est drôle, en tout cas la partie sur Casimirville, on a l'impression qu'à l'époque, c'était plus toléré qu'aujourd'hui, où les campements de gens qui ont pas d'habitation sont démantelés régulièrement et sont repoussés. En fait, on les voyait pas vraiment. Ouais. Le gouvernement voulait pas trop s'en mêler parce que le gouvernement permettait à certaines municipalités d'être créées sur cette base-là. Là, c'était absolument invraisemblable. Tétroville, c'est pas un peu ça? Ben, Tétroville, ça a été ça un peu aussi, effectivement, à un certain moment donné. Le tramway se rendait là. Oui, puis là, il y a un promoteur qui l'a tissé à terre, puis il construit une église, il est en affaires. et donc, c'était un peu... ça a pris d'ailleurs à l'époque une série de reportages dans le Devoir qui a dénoncé cette chose-là de manière très virulente. Il faut lire l'article sur Pont-Viau. C'est pas reluisant, c'est du vrai bidonville là, tel qu'on en voit dans les pays en développement. Là, on est dans les années 40? Des années 40. Dans l'entre-deux-guerres, ça commence à émerger à ce moment-là. Bon, la banlieue, on l'a effleurée. Elle se développe comment, en fait? Parce qu'on a l'impression que c'est la voiture. On crée des autoroutes, et là, les gens... Mais j'imagine qu'il y a autre chose derrière ça. Ben, il y a des spéculateurs fonciers, donc, qui ont vu venir la chose assez rapidement. Il y a évidemment des organismes gouvernementaux. Il faut relancer la construction. Et une des ambitions à l'époque aux États-Unis et au Canada, ça commence à émerger dans l'entre-deux-guerres, mais ça se consolide après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'industrie de la construction est une industrie totalement archaïque. On travaille encore à la main. Et donc, on veut industrialiser cette filière-là. Ce qu'il faut pour industrialiser, c'est des gros entrepreneurs, des grandes superficies de terrain, des municipalités capables de déployer rapidement des réseaux considérables. Ça ne marchera pas, mais c'est l'ambition. Et donc, la Société canadienne d'hypothèque et de logement va arriver. Et éventuellement, ça va être aussi toute la question du crédit hypothécaire. C'est-à-dire non seulement de donner accès au crédit hypothécaire en permettant aux banques de prêter, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais en disant aussi aux banques, si les gens acceptent de payer un pourcentage supplémentaire lors de leur emprunt, nous garantissons l'emprunt. Donc, pour vous, il n'y a aucun risque. Ce qui fait qu'on prête de l'argent à profusion. Il faut se rappeler que pendant les 30 Glorieuses, 45-73, dans l'esprit des gens, puis dans les données qu'on observe aujourd'hui, chaque année était meilleure que l'année précédente. Puis on peut anticiper que la prochaine va être meilleure que l'actuelle. Ça n'allait jamais arrêter. Donc, pourquoi se priver? On y allait à tour de bras et donc, on a produit la banlieue comme ça. Fait que c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit, mais en plus, sans accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre d'aménagement, encore moins au Québec. On n'a toujours pas de loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'époque. Les villes n'ont pas de plan d'urbanisme. Elles ont à peine des réglementations dans certains cas. Et donc, on s'épivarde dans toutes les directions. Puis quand ça va mal, parce que les municipalités... En fait, ce que les promoteurs font, ce qu'ils avaient déjà fait au fin 19e, début 20e siècle, c'est qu'ils achètent des terres. Ils demandent au gouvernement du Québec de créer une municipalité. Ils se servent de la municipalité pour viabiliser le territoire en implantant les réseaux d'égouts, d'aqueducs, d'éclairage. On part un hôtel de ville. Puis, en plus, à l'époque, c'était vrai aussi après la Deuxième Guerre mondiale, mais un peu moins, on fait venir des industries auxquelles on accorde des crédits de taxes. Donc, il n'y a pas de rentrée de fonds pour payer les investissements qu'on a faits. Donc, on fait faillite. Et là, le gouvernement du Québec dit à une ville-centre, vous récupérez ça. Et après la Deuxième Guerre, on laisse la chose se répéter à nouveau. Ça va donner des situations comme Laval. On va être obligé de fusionner parce que plusieurs des villes sont en très sérieuses difficultés financières. Sur la Rive-Sud, c'est exactement la même chose avec Ville-Jacques-Cartier. Et donc, c'est une production de la banlieue qui est très anarchique, qui est très bricolée, très improvisée, et avec un État qui est peu soucieux. Maurice Duplessis considérait que l'urbanisme, c'était... une affaire d'intellectuel. Oui, mais aussi quelque chose qui nous mettait sur la pente glissante du socialisme. Ça, on n'est jamais loin du socialisme. Mais encore, en tout cas, non, je ne veux pas aller là. Bon, arrive la grande période de la rénovation urbaine. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Oui. Les années 60? En fait, ce que la guerre a fait en Europe, nous, on va la faire avec des bulldozers. Oui, c'est ça. Il faut moderniser les quartiers centraux, il faut donner de la place à l'économie tertiaire. Donc, les centralités urbaines ont besoin d'espace, il faut construire des nouvelles tours à bureaux, il faut construire des nouveaux équipements, il faut desservir tout ça par des autoroutes parce que les gens habitent de plus en plus loin, mais continuent à travailler au centre. Donc, il faut interconnecter tout ça. Ce qui fait qu'il faut balayer une bonne partie de la ville existante pour être capable de faire ces grands chantiers-là. Au surplus, il y a
de la taudification. Oui. Donc, on veut se débarrasser des taudis. On veut remplacer ces quartiers-là par autre chose. Oui. Les habitations Jeanne-Mance, c'est l'exemple le plus achevé à Montréal. Qui aurait pu pas avoir lieu. Qui aurait pu ne pas avoir lieu parce que Jean Drapeau ne voulait rien savoir du logement au centre-ville, notamment. Ça a été construit entre 2 mandats. Oui, c'est le gouvernement du Québec. C'est Sarto Fournier qui était le maire. C'est Sarto Fournier qui était supporté par Duplessis. Apparemment, son seul véritable fait d'armes, c'est d'avoir réussi à déposer la candidature de Montréal pour l'Expo. Ah oui, c'est ça. Et donc, la rénovation urbaine va être assez catastrophique. On déplace des milliers de gens. Et aux États-Unis, ça se fait dans le cadre d'un grand chantier autoroutier qu'on va calquer ici, mais avec un peu moins d'envergure, parce qu'aux États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, d'abord, il faut mettre en perspective. Eisenhower avait participé à un exercice aux États-Unis de déplacement des armées de l'Est en l'Ouest ou le contraire, et il avait réalisé que le réseau routier aux États-Unis était absolument épouvantable. Là, c'est la guerre froide qui commence. Non, c'est bien avant la guerre froide, avant la Deuxième Guerre mondiale. OK. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il entre en Allemagne et là, il découvre le réseau autoroutier des Allemands. Ouais. Et là, il comprend à quel point ça a joué un rôle dans le déploiement des effectifs et tout ça. Et donc, quand il revient aux États-Unis, il est très sensible à la vulnérabilité, notamment des missiles états-uniens, des bases, etc., qui ne bougent pas. Et donc, ce qu'on veut, c'est développer un réseau d'autoroutier qui va permettre de déployer les missiles en les déplaçant. Et d'ailleurs, dans le nom de la loi, le mot défense apparaît. Donc, c'est pas juste un réseau autoroutier banal. Et l'autre composante, c'est que devant la menace nucléaire, il faut sortir les gens des villes et il faut créer des espaces tampons entre les différents quartiers, advenant qu'il y en a un qui brûle pour éviter l'autre. Donc, on passe des autoroutes partout dans les quartiers centraux en direction des centres-villes. Le réseau autoroutier est né de la peur. En partie. C'est-à-dire que la peur a peut-être accéléré le chantier de construction. Puis on va le vivre ici avec beaucoup de construction d'autoroutes dans ces années-là. On va perdre beaucoup de choses, entre autres l'accès aux berges. On perd l'accès aux berges. On perd les villages. Le village de Longue-Pointe va être complètement détruit. La Prairie perd l'accès au bassin de la Prairie. Longueuil perd l'accès. Gauche Village va disparaître au profit de l'autostade qui a été construit dans le cadre de l'Expo. Qui est un des pires stades au monde, il paraît. Moi, je suis jamais allé voir un match des Alouettes, mais il paraît que ça n'avait pas de bon sens. Peut-être, je me rappelle pas. Il ventait, il faisait froid. Ça, effectivement, on était dans une zone... Le stade était cheap. Je pense que c'était des gradins en métal. Un peu au milieu de nulle part. Non, c'était en béton. C'était en béton. Les éléments ont été distribués ailleurs. Là. Il y a plein de villes dans la région de Montréal qui ont des morceaux de l'autostade. Par exemple, au Saut-Récollet, on avait prévu passer l'accès au pont Papineau à la hauteur du boulevard Gouin. Donc, on aurait eu un beau 8 voies d'autoroute le long de l'église de la Visitation. Ça aurait été absolument charmant. Donc, ça a été catastrophique. À Montréal même, pour construire les autoroutes, pour faire de la rénovation urbaine, pour démolir en anticipant la transformation du centre-ville, on a démoli 27 400 logements. C'est l'équivalent de la ville de Saint-Hyacinthe. C'est fou. On a rasé Saint-Hyacinthe au cœur de Montréal. Je suis natif de Saint-Hyacinthe, alors ça me fait mal. Et là, on parlait tantôt des années 30, les gratte-ciels aux États-Unis. Beaucoup de bureaux américains vont être derrière la construction de certains gratte-ciels emblématiques dans les années 60 à Montréal. Oui. Il y a un rapport très étroit entre les gens de Montréal et les gens aux États-Unis, notamment de New York. Il faut rappeler... Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas l'expertise ou c'est une... Non, je dirais pas une coquetterie. Non, je pense. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont dit que les liaisons les plus déterminantes en Amérique du Nord, c'est pas Est-Ouest, c'est Nord-Sud. Et donc, nous, on participe de ce grand corridor de l'Est nord-américain. Et donc, il y avait des affinités très fortes avec New York. La place Ville-Marie est construite par un promoteur de New York et décidée par un bureau de New York, le bureau de Young Mappy. La place des Arts. La place des Arts va être revue conceptuellement par un des principaux acteurs du Lincoln Center à New York à l'époque. Raymond Lowery? Oui, qui est un grand designer industriel. Qui a fait moi, j'aime beaucoup les voitures anciennes. Une des plus belles voitures. C'est vraiment un grand nom. Qui est une voiture aujourd'hui qui a l'air actuelle. Ah non, quand j'ai lu ça, j'étais très étonné qu'il était derrière la place des Arts. Il est derrière le concept. Encore aujourd'hui, c'est le complexe culturel le plus éclaté au Canada en termes de nombre de salles, de type d'équipement et tout ça. Miss Van der Rohe va être associé, le grand architecte du Bas qui travaillait à New York, va être associé à la construction de 3 tours résidentielles à l'île des Sœurs, d'une station-service de Westmont Square également. Félix Lambert, il ne faut pas oublier non plus Félix Lambert. Je ne pense pas que j'en parle dans le livre. Mais Félix Lambert est responsable de l'attribution du contrat de l'édifice Seagram à New York
à Miss Vandero parce qu'elle était allée voir son père qui aurait travaillé avec des architectes un peu plus traditionnels et elle l'avait engueulé apparemment pour dire non, je vais trouver quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça. Elle a ensuite étudié avec Miss Vandero et elle est responsable de la conception du centre Saidi Brafman dans le centre-ouest de Montréal, qui est une architecture typiquement Miss Vandero. Là. Donc, on voit des liens assez marqués entre la grande région de New York, en fait, et la grande région de Montréal. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'à l'époque où les Écossais prennent le contrôle de l'économie montréalaise après la conquête, ils ont l'intention de détrôner New York comme principale métropole nord-américaine. Et les gens des deux endroits ont compris une chose. Le premier des deux qui arrive au Grand Lac par les réseaux des canaux gagne la bataille. Et c'était à tel point qu'à l'époque de Jean Talon, il y a des gens qui avaient dit à la France, vous devriez acheter ou conquérir le site de New York parce qu'on va l'avoir dans les pattes longtemps. Donc, il y avait une espèce de conscience de la macro-géographie qui a joué beaucoup sur l'émulation entre Montréal et New York. Wow! On n'a pas parlé, mais vous en parlez avec le barrage à Beauharnois. Oui, la voie maritime du Saint-Laurent. Et Chicago, qui veut aussi détrôner New York et passer par la Louisiane, ça ne marche pas. Et finalement, ils vont essayer par Montréal et ça va finir par réussir. Et d'ailleurs, la ville sur la Côte-Nord, il y a une ville qui est créée par le propriétaire du grand journal de Chicago, Bécomo. Oui, c'est M. McCormick, je crois. Voilà. Tout est dans tout. Oui. Bon, les années 60, c'est la grande rénovation urbaine. C'est aussi l'apparition, peut-être mieux organisée, de la contestation, organisation citoyenne, pour justement conserver des quartiers qu'on veut détruire. Parce que je pense que ça semble clair dans votre livre. Les gens voient pas la destruction d'un mauvais œil. Là, on est dans le progrès, on est dans la prospérité. Tout ça ne s'arrêtera jamais. Puis c'est une bonne chose. Et il y a des gens qui trouvent que non. Oui, pour une partie de la société, c'est une très bonne chose. Pour les gens d'affaires, on s'entend. Oui. Pour les promoteurs immobiliers, on s'entend. Oui. Pour les gens qui ont quitté les quartiers centraux, qui sont allés s'installer en banlieue, c'est une très bonne chose. Pour les gens qui sont campés sur place et qui n'ont pas les moyens d'en sortir, qui vivent dans des taudis et pour qui la situation ne s'améliore pas, c'est pas nécessairement des bonnes choses. Et d'avoir le quartier détruit autour de soi, c'est pas réjouissant. On va tirer parti de l'expérience, notamment états-unienne, parce que déjà aux États-Unis, la contestation urbaine est un peu plus en selle. Donc, il y a des gens, par exemple, du sud-ouest de Montréal, qui vont travailler avec des vis-à-vis de certaines villes des États-Unis. Il faut aussi mettre ça en contexte avec ce qui s'est passé dans le Bas-Saint-Laurent avec le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, qui était la formule où on prévoyait fermer plein de villages de l'arrière-pays et où des curés, notamment, comme dans le sud-ouest de Montréal, vont devenir un peu des animateurs de la contestation urbaine. Ça va beaucoup jouer dans le paysage, cette mobilisation citoyenne, et en particulier dans le cas de Montréal et Québec, face à des maires qui n'avaient aucune sensibilité pour la cause de ces gens-là. Puis vous le rappelez, à Québec aussi, il y a eu énormément de destruction. On essaie toutes sortes d'affaires, la rue Saint-Joseph. Le Vieux-Québec, j'ignorais. En fait, je n'avais pas entendu parler, vous en parlez dans votre livre, la place Royale qui a été construite complètement de façon factice. Ah oui, c'est parce que le Vieux-Montréal et le Vieux-Québec, dans les années 60-70, est dévitalisé. Ils sont en très mauvais état. Le Vieux-Montréal, il reste à peu près plus de résidents. La seule fonction qui est encore assez costaude, c'est la fonction institutionnelle. Bon, l'église Notre-Dame, l'hôtel de ville, le palais de justice. Tout l'ouest du Vieux-Montréal, c'est des grands magasins entrepôts. L'activité a glissé, a déjà commencé à glisser dans l'est. Les effets de débordement vers les grands magasins entrepôts, qui étaient le point de transbordement entre le port et l'ouest du Canada, c'est disparu. Donc, les grands magasins entrepôts sont complètement vides. Tout ça se dégrade. La Ville de Québec, la Basse-Ville, elle a eu les mêmes transformations dues au port de Québec. Donc, la place Royale avait été très lourdement transformée. Et là, c'était le rêve, évidemment, de recréer ce berceau de l'Amérique française, etc. On y est allé un peu allègrement. En fait, le gouvernement a acheté un ensemble de maisons et a traité ça comme une méga pièce d'architecture. Donc, il n'y avait plus d'usage, plus d'occupants. Et là, à ce moment-là, on a traité ça comme si c'était un seul gros bâtiment. On a tout démoli, ce qui ne correspondait pas à la date de référence. Tout ce qui était disparu, on a voulu le reconstruire. Ce qui existait encore, on a voulu le restaurer. Mais c'est des charpentes de béton. Les coûts étaient faramineux. C'est même pas la ville, c'est le ministère des Affaires culturelles. La ville avait été complètement tassée. Plus. Bon, le temps file. On va faire un saut dans le temps
Et on va se rendre à la fin de votre livre. Parce que dans la dernière partie du chapitre 6 de votre livre, vous parlez d'un changement de paradigme avec des mots-clés comme décroissance, frugalité, sobriété territoriale. En fait, vous avez l'impression qu'il y a un réel changement de paradigme qui est en train de s'installer? Ben, on n'a pas le choix. Les bouleversements climatiques, le vieillissement de la population, notre rapport à l'automobile qui est de plus en plus insoutenable, les compagnies d'assurance qui vont s'en mêler avant longtemps. Là, c'est déjà commencé, là, mais ils vont nous rappeler à l'ordre sérieusement, les compagnies d'assurance. Donc, il y a plein de choses qui vont nous forcer à changer notre rapport au territoire et à changer notre regard. Il y a des gens qui le font déjà. Il y a des gens qui ont déjà compris qu'il faut le faire. Il y en a d'autres qui résistent encore beaucoup. Et, mais la réalité va nous forcer. Là. On ne pourra pas continuer à faire comme si de rien n'était. Vous dites que ce paradigme-là, on a parlé tantôt du Grand Congrès de 1926, qui est dans le fond l'ancien paradigme. Qui va être bousculé complètement. Oui, mais pas nécessairement rejeté complètement. Non, il y a des choses probablement qui sont encore valables. Il y a des enseignements qu'on peut encore en tirer. Parler du courant culturaliste versus le courant progressiste. Progressiste, oui. Ben ça, c'est Françoise Chouet, une grande historienne de l'architecture et de l'urbanisme, qui a défini ces deux grands courants en disant, bon, pour les uns, on ne doit pas s'inscrire nécessairement en rupture avec le passé. Il peut y avoir une forme de continuité. Le passé peut nous enseigner des choses qui restent toujours valables. L'autre mouvement, c'est de dire non, il faut tourner la page, on est ailleurs et tout ça. Mais comme elle dit, on est porteur de ces deux grandes tendances-là, mais il y a des gens qui sont plus associés à un ou plus associés à l'autre. Bon, l'étalement urbain, vous en parlez dans ce chapitre-là parce que vous dites, bon, il y a le pendant ma cour, souvent les gens vont être bien ouverts à ce que les choses s'améliorent jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que ça va être dans leur quartier. Vous rappelez aussi que la banlieue, c'est un affect, c'est quelque chose de profond, c'est une culture en fait. Puis on peut pas juste culpabiliser ces gens-là de dire « Ah ouais, tu t'en vas à Mirabel pour venir travailler à Montréal. » Puis on l'oublie, ça, c'est vrai? Ben complètement. Et c'est pour ça que, dans le fond, c'est comme avec la voiture. La condamnation de la voiture en culpabilisant les gens qui en ont une, ça marche pas. Là. Il serait temps qu'on le réalise. Il serait temps qu'on réalise que ces gens-là sont pas de mauvaise foi. Je le fais régulièrement en vélo. Oui. Quand je me fais couper. Mais vous avez raison. Des bonnes fois. Mais c'est ça, là, c'est-à-dire qu'il faut comprendre quels sont les éléments qui sous-tendent les choix que font les gens. Moi, quand j'entends les promoteurs du centre-ville réclamer 12 étages de plus sur les tours du centre-ville, y compris en dépassant Montréal, et qui me disent « Ouais, mais ça va lui permettre de lutter contre l'étalement urbain. » Je regrette. Mais le couple, là, avec un jeune enfant qui en attend un deuxième, qui pense à pouvoir s'acheter une maison, puis qui n'a pas beaucoup de revenus, c'est fait pas partie du choix. Là. Je dis, le choix, c'est Sainte-Anne-des-Plaines, ou peut-être même un peu plus loin avec les conséquences qu'on va subir. Et donc ça, j'ai de la misère, et c'est comme toute la doxa là, de la densification. Où là aussi, là, tout refus de la densification, c'est nécessairement quelqu'un qui est pas dans ma cour, quelqu'un qui est égoïste, qui pense juste à lui, c'est un peu simple. Gérard Baudet, on est en pleine crise du logement, je pense qu'on peut le dire. Hein? Moi, ici, à la Balado, c'est longtemps qu'on le dit, mais là, je pense même qu'il n'y a plus grand monde qui le nie, à part peut-être la ministre de l'Immobilier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, encore une fois, je vous mets en situation, là, vous êtes la Ville de Montréal, par exemple, vous donne la mission. Mais d'abord, ça ne peut pas se faire seulement à la Ville de Montréal. Parce que certaines initiatives, accompagnées de certaines contraintes, si ça se limite à Montréal. Oui, mais aussi qu'il ne faut pas non plus donner aux promoteurs le goût d'aller ailleurs parce que la contrainte est moins forte. Ça, c'est un premier problème. Il faut que tout le monde se parle. Il faut que tout le monde se parle. L'autre élément, c'est la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut la régler à court terme ou si on veut la régler de manière un peu plus définitive? Si c'est à court terme, il faut produire beaucoup de logements. Peu importe, là, on produit. Si c'est à mais là, visiblement, c'est pas possible, ça. Non, parce que l'industrie n'est pas capable, tout simplement. D'abord, les coûts sont exorbitants, la main-d'œuvre manque, etc. L'autre question, l'autre réponse qu'on doit donner, si c'est à moyen et à long terme, la seule alternative pour limiter le retour de crise de logement, parce qu'on le sait, là, depuis le 19e siècle, c'est régulier, il faut sortir une proportion importante du logement du marché. Il faut qu'on ait plus de logements sociaux, plus de cohabitation, plus de coop d'habitation, parce que c'est le seul type de logement qui n'est pas vulnérable, qui n'est pas coincé par les logiques de marché. Et là, pour l'instant, on a une quantité de logements dans ces créneaux-là qui est beaucoup trop limitée, et entre autres, parce que non seulement on a arrêté de financer la production de logements sociaux, mais on a arrêté de financer l'entretien des logements sociaux. Donc, on a arrêté d'en produire, puis on en a perdu à l'autre bout. Et puis là, il y a des gens qui disent, regardez, les logements sociaux qu'on a financés dans les années 70 sont en décrépitude, alors il n'y a plus d'argent à mettre là-dedans. Fait que ça éloigne les gens de ce mode-là de propriété. Puis François Legault l'a dit l'année passée, je crois, la coop d'habitation, c'est pas équitable pour les propriétaires qui ont des hypothèques.
Mais le problème, c'est que François Legault regarde tout en fonction du portefeuille d'un individu. Ouais. La perspective sociale pour François Legault n'existe pas. Là. En fait, il y a du Thatcher chez François Legault. Oui, la société n'existe pas. Ça n'existe pas, la société. Donc, si c'est pas bon pour les individus, ben, c'est la même chose avec sa ministre de l'Habitation. Tout à fait. Qui dit un locataire qui sous-loue, son bail, en fait, il exproprie son propriétaire. Disons qu'on charrie un peu de ce point de vue-là. Mais c'est clair que le marché ne va pas régler la crise du logement. Le marché ne sera jamais là pour résoudre les problèmes des gens les plus démunis, les gens les moins favorisés. Le marché est là pour faire de l'argent, point à la ligne. L'autre élément dont il faut aussi se préoccuper, c'est ce qui est en train de se passer, notamment dans certains projets immobiliers, entre autres à Griffintown, c'est la multiplication de projets immobiliers sur des territoires qui sont essentiellement des accumulations de projets immobiliers et où la dimension urbanistique est en train de disparaître. Et où notamment Griffintown, c'est vraiment un mauvais exemple. C'est un très mauvais exemple. Et notamment... Pourquoi c'est un si mauvais exemple? Ben parce que la Ville n'a rien fait. La Ville était trop attentive. La Ville a laissé les promoteurs approprier les terrains. La Ville a ouvert le jeu sur les densités, sur les hauteurs, sans se préoccuper des conséquences. On n'a pas bien évalué le fait qu'il fallait élargir certaines rues, qu'il fallait peut-être prévoir des parcs, qu'il fallait peut-être prévoir des terrains pour les écoles. Donc, quand on rate ça, là, disons qu'on a raté le projet à peu près sur toute la ligne. Un projet urbain, c'est un projet urbain. C'est pas une multiplication de projets de promoteurs immobiliers. Puis l'autre élément, ce qu'il faut s'inquiéter, ça se produit notamment dans le registre des logements personnes âgées, retraités, jeunes retraités ou non, et beaucoup de projets immobiliers, c'est de tout internaliser les services. On tue l'urbanité des quartiers parce que tout le monde a tout sur place. Dans leur bâtiment. La coiffeuse, la piscine, le spa, la table de poule, etc. C'est pas comme ça qu'on crée de l'urbanité. C'est pas comme ça qu'on crée des services de proximité. Puis si vous allez à Anjou, où il y a une concentration de taux résidentiels considérable. Si vous allez à Rivière-des-Prairies, si vous allez à la sortie du pont Champlain à Brossard, entre la voie maritime et la vieille route, on a des beaux exemples de très forte densité, mais il n'y a aucune urbanité là-dedans. Il n'y a pas de service de proximité, aucun transport collectif. C'est pas comme ça qu'on construit la ville. Il faut que les municipalités soient en position de leadership. Puis malheureusement, au Québec, les villes assument très mal le leadership en matière de projets urbains. C'est la même chose avec les projets de transport. Quand on va en Europe, un projet de transport collectif comme le tramway, c'est une composante d'un projet urbain. C'est pas un projet de transport. Donc, des REM en Europe, ils n'en veulent pas. Tout simplement parce que c'est pas un projet urbain, c'est un projet d'infrastructure de transport, puis en plus des années 60. Ah ouais? Ben oui. Mais là, non, là, le temps, écoute, ça presque 1h30, on peut pas embarquer sur le REM, mais il va falloir que je vous réinvite, Gérard Baudet. Est-ce que vous allez écrire un livre sur le... En fait, on a publié à quelques-uns. On avait un petit groupe qui s'est opposé sérieusement au REM, et notamment, c'est tous des gens qui ont fait carrière en transport. Là, à Québec, ils disent que c'est des has-beens, mais ils ont tous fait carrière en transport. Et on a publié dans la revue l'Action nationale, un cahier de 8 textes qui reprend plusieurs des dimensions du REM où on explique pourquoi c'est un très mauvais projet à tous égards. Je vais aller replonger là-dedans. C'est un numéro qui est paru le printemps dernier. Moi, vous savez, je suis équipé, là, je peux amener un petit micro. On pourrait peut-être se faire un trajet dans le REM pour parler de comment c'est peut-être pas un bon trajet. J'ai pas lu les textes encore. Gérard Baudet, merci de votre générosité. On lit bien sûr Un Québec urbain en mutation. C'est aux éditions Multimonde, disponible dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Hey, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors voilà ce qui conclut ce 16e épisode de La Balado. On va pas le finir en musique cette fois-ci, mais plutôt, je vais revenir sur ce que Gérard Baudet a mentionné, la portion d'entrevue sur les bidonvilles qui sont apparus en périphérie de Montréal, entre autres à Ville-Jacques-Cartier, qui est devenu Longueuil par la suite, à Pont-Villot, il y en a eu dans d'autres villes aussi. Et il mentionnait l'émission de radio de Villa-Légaré, Casimirville. En fait, pour être plus précis, l'émission s'appelait Nazaire et Barnabé. C'est une émission qui a été diffusée. Bon, évidemment, au Villa-Légaré, moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, sur certains vinyles du temps des fêtes, on pouvait entendre Ovila Légaré chanter. C'est un folkloriste, c'est un comédien, c'est un humoriste, on pourrait dire plus un fantaisiste, parce que le terme humoriste n'était pas utilisé à son époque. Vraiment un personnage plus grand que nature que je crois, à la fin de toute fin de sa vie, a joué, entre autres, dans des épisodes de Terre humaine, le grand succès de la fin des années 70, début 80 à Radio-Canada, qui se passait dans un milieu rural. Si ma mémoire est bonne, il joue, je crois, un des patriarches de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui vient à un moment donné. Si ma mémoire est bonne. Donc, Ovila Légaré, né en 1901,
Et l'émission Nazaire et Barnabé a été un grand succès. Diffusé du 9 janvier 1939 au 30 mai 1958. J'ai tiré ça du livre Le comique et l'humour à la radio québécoise de Pierre Pagé. Aperçu historique et texte choisi 1930-1970. J'avais trouvé ça dans une brocante. Grosse brique, vraiment passionnante, de beaucoup de textes humoristiques de la radio. Et pas seulement de Radio-Canada, mais entre autres de CKAC, qui était une radio qui avait énormément de succès aussi. La première radio en Amérique du Nord, je crois, CKAC, si ma mémoire est bonne, sur le toit de l'édifice de la presse. Et donc, cette émission-là, qui durait 15 minutes et qui était des personnages qu'interprétaient Ovila Légaré et Georges Bouvier. Et dans le fond, Nazaire et Barnabé vivaient à Casimirville, qui était une ville fictive de désœuvrés, d'exclus qui s'étaient rassemblés dans cette ville-là. Puis à l'époque, évidemment, c'est le retour à la Terre, c'est la colonisation, et Ovila Légaré et Georges Bouvier avaient décidé un peu de rire de ce phénomène-là et de mettre en scène des personnages, évidemment, dans une perspective humoristique, mais des personnages qui étaient un peu délaissés pour compte de ce grand mouvement de retour à la Terre et qui tentaient de s'organiser eux-mêmes dans une ville autogérée avant la lettre. Et c'est de ce type de ville-là que parle Gérard Baudet dans son livre. Et c'est pour ça qu'après l'entrevue, je disais, je vais essayer d'aller trouver des extraits. Et j'en ai trouvé un. Sur le site qui s'appelle Transcription québécoise. C'est un site sur YouTube, en fait, c'est une page YouTube destinée à numériser des transcriptions d'émissions de radio. Je sais que Sébastien Desrosiers fait ça aussi. Je me demande si c'est pas lui, en fait, mais sur la page Facebook de Transcription québécoise, c'est pas mentionné qui l'anime, cette page-là. Et il y a un extrait, donc, de Nazaire et Barnabé, diffusé le 18 avril 1947. On va bien entendre le travail de Ovila Légaré et Georges Bouvier. Et vous allez voir, au début, il y a 2 publicités. C'est quand même drôle là, de se remettre dans cette ambiance-là radiophonique des publicités. Ça semble être enregistré devant public. Là. Je pense pas que c'est du trucage sonore parce qu'on entend des gens rire. Ça sonne pas très bien parce que c'est des acétates, je crois, ou en tout cas des vieilles bobines. Le transfert, là, vous allez voir, mais quand même, c'est vraiment sur le plan, je pourrais dire, anthropologique de la radio québécoise. Vraiment, vraiment intéressant de se plonger là-dedans. Alors, c'est ce que je vous offre cette semaine pour terminer l'émission, cet extrait de Nazaire et Barnabé. Bonne semaine, tout le monde. Oui, tous les seuls savons au monde fabriqués spécialement pour enrayer la BO présentent Nazaire et Barnabé. Attention, s'il vous plaît, voici une déclaration très claire. Si vous ne faites pas disparaître de votre personne l'odeur de la transpiration, vous êtes susceptible de blesser ceux qui vous entourent. La transpiration peut devenir blessante, parce que c'est là un fait reconnu. Un savon a été conçu pour supprimer cette odeur, et aussi pour vous protéger contre ses effets néfastes. Ce savon, c'est le Lifebuoy. Le savon Lifebuoy contient un ingrédient spécial purifiant qui enraie la blessante odeur de transpiration, ou BO. Il n'y a pas d'autre savon sur le marché qui contienne cet ingrédient exclusif. Le Lifebuoy est le seul savon fabriqué spécialement pour faire disparaître la BO d'une façon à la fois efficace, intégrale et durable. Laissez-moi encore une fois vous répéter ce que je vous disais il y a un instant. Si vous ne faites pas disparaître de votre personne l'odeur de la transpiration, vous êtes susceptible de blesser ceux qui vous entourent. En conséquence, prenez la bonne habitude de l'usage quotidien du savon Lifebuoy. Il y a du nouveau à Casimirville. Oui, tous les citoyens ont décidé... monsieur Beaulieu. Oui, Calvi. Vous n'êtes pas un gars de Casimirville, vous? Non, mais... Bon, ben, il n'y a pas de nom, mais... Nous autres, on a décidé une affaire. Vous n'avez pas le droit d'annoncer, vous. Vous n'êtes pas un gars de Casimirville. On vient de décider que rien d'en dehors de Casimirville nous servirait de ça.
On va se suffire à nous autres mêmes, sobre en tout. On va fournir notre habillement, notre logement, notre mangement, notre boissonnement, tout. Faut que tout soit pur laine de Casimirville. Puis là, je me prépare à l'annoncer à la radio. Allez, Pops. OK, ça de m'ouvrir le micro? Avant de... Ouais, arrête un peu, là, avant de l'ouvrir, là, arrête un peu, là. On est pas correct, là, nous autres. Comment ça? Ben oui, le micro puis toute la bastringue, là. Ben oui. Pas fait par ici, ça. Marqué SCAC. Oui. C'est contre nos principes, ça. Non, non. Ben oui, mais arrête un peu. Comment c'est qu'on va faire pour le broadcast? On n'a pas le droit parce qu'on sait toutes les affaires de Casimirville. On va se poser servir avec quelqu'un. C'est bien facile, Pops, tiens. On jette tout ça noir pour le châssis. Ah oui, mais... Et puis on va monter sur la couverture pour on va lui parler. Viens, Pops. Oui, mais Flaibin, comment c'est que tu vas faire pour te faire entendre de tout le monde? Laisse faire, arrive. Viens, la peine de crier plus fort, c'est tout, ils vont nous écouter. Bon, ben viens, monte. Oui, oui, monte, monte. Mais cette échelle-là, là, est-elle faite par ici? Ben, je le sais pas, mais on va l'essayer. Ouais, elle est faite par ici, certain. Bonne échelle. Bon, ben monte. Ah oui, je te suis. Attends. Hey. Hey, si ma chemise déchire, là, ben non, c'est Non, les non. barreaux, là. C'est les barreaux. Ben... Bon, ben, nous voilà rendus. Ah, tu vas voir. Face de CHLier Casimirville, c'est votre annonceur favori qui vous parle. Avis à tout le monde, ceux de Saint-Édredon, puis de Saint-Confortable pareil. Casimirville n'aura plus besoin de rien d'en gros. Casimirville, Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Rosanne? Hein? Ça, là, j'ai une lampe de brûler.